paraît qu'aujourd'hui, nous sommes en permacrise. À savoir que c'est tout le temps la crise, je ne parle pas de crise économique, mais évidemment, vous l'avez bien compris, de communication de crise. Dès lors, j'ai demandé à 3 champions de cette discipline de la communication ô combien essentielle, de donner leurs meilleurs conseils, tout en se basant sur leur expérience. Je veux parler de Fred Fougerat, l'homme de Tenkan Paris, Magali Lafleur, qui est la DIRCOM actuellement de l'AFNIL, Fédération Nationale de l'Industrie Laitière, et enfin de Jean-François Granat, qui travaille chez Rhenus Logistics, au marketing et à la communication. Comme je le disais, tous les 3 vont vous donner d'excellents conseils pour vous sortir de la crise. Alors justement, parce que la crise demande une attention de toutes les secondes, cet épisode est extrêmement court, extrêmement concis, de manière à ce que vous puissiez appliquer les choses le plus rapidement possible. Je suis Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick. Nous ne faisons pas de communication de crise chez Maverick. Néanmoins, cette discipline de la communication m'a toujours intéressé. Très très bonne écoute en compagnie de mes 3 champions de la com de crise. Le décodeur de la communication, un podcast de l'agence Maverick. Entrons dans le vif du sujet. Communiquer, c'est s'exposer et potentiellement être exposé à une crise. Car aujourd'hui, nous ne vivons plus heureux en vivant caché. Je passe la parole à Fred, mon premier invité. Si on veut vivre heureux en vie cachée, comme disaient nos anciens, à partir du moment où on fait le choix de s'exposer, parfois on n'a pas le choix d'ailleurs, mais si on fait le choix de s'exposer, on prend des risques. Si on est exposé de fait, il y a des risques. Donc oui, communiquer, il y a une part de risque. On ne peut pas l'ignorer, on ne peut pas imaginer qu'on va tout maîtriser ou que tout va se faire selon nos propres désirs, puisqu'à partir du moment où on entre dans un jeu collectif, eh bien, toutes les parties prenantes vont interagir et vont avoir un éventuel impact positif, négatif, neutre sur ce qu'on va faire, sur ce qu'on va dire, sur ce qu'on va être. Donc oui, il y a une part de risque et la gestion du risque fait partie de la qualité des compétences du communicant. On reste avec Fred et il vous parle de la place du communicant dans la com de crise, ainsi que de l'excitation, oui j'ai bien dit l'excitation, à gérer ce type de communication ô combien particulière. Là, on est d'accord que sur la gestion de crise, le communicant est beaucoup plus respecté. Après, il peut y avoir une forme de concurrence avec le juriste, mais là, encore une fois, c'est une question d'autorité. Il ne peut pas ne pas y avoir de juriste dans une gestion de crise, comme il ne peut pas y avoir ne pas y avoir de communicant. Donc, les deux ont leur place. Les deux devraient rester à leur place. Le juriste n'a pas la capacité de communiquer. Un communiqué de presse qui est relu par un juriste, ce n'est plus un communiqué de presse. Et un communicant ne va pas régler une affaire juridique. Ce n'est pas son métier. Donc là, j'ai dévié de la question, mais en tout cas sur la partie excitante, oui, il y a une relative excitation à gérer la crise. Elle n'est pas toujours positive. Il y a une relative excitation parce que c'est une situation exceptionnelle. Donc on est en activité exceptionnelle, en mode de fonctionnement exceptionnel. Le cerveau doit fonctionner beaucoup plus vite. Les solutions doivent arriver beaucoup plus vite. Et toutes les interactions qu'il y a autour de soi sont très fortes. Donc dans ce sens-là, oui, il y a une excitation. Il y a une excitation dans la satisfaction de trouver des solutions, de les chercher d'abord, de les trouver ensuite et de voir leur impact. Parfois, l'excitation, elle est aussi très pénible et très dure, notamment quand il y a des victimes. Il y a aucun plaisir à gérer une crise dans laquelle on va avoir plein de blessés ou plein de morts ou un environnement qui va être détruit. Donc voilà, il y a des crises qui peuvent être excitantes intellectuellement. Il y a aussi des crises qui sont très dures émotionnellement, personnellement, parce que ce sont de vraies épreuves à traverser. Passons maintenant la main à Jean-François. À l'époque, il travaille dans une société d'ascenseurs et là, une énorme crise lui tombe dessus. Un enfant de 4 ans décède suite à une chute dans une cage d'ascenseur. Ce n'est pas dû à son entreprise, mais plutôt au trafic de drogue. Comment agir face aux médias? Comment expliquer les choses très clairement? Car même si nous prenons toutes et tous l'ascenseur, on ne sait pas nécessairement comment cela fonctionne, comment fonctionne le monde de l'ascenseur, qui plus est particulièrement discret. Jean-François vous explique tout ça. Le secteur des ascenseurs, c'est un secteur qui était, j'allais dire, un peu secret, qui communiquait très peu.
et les gens avaient aucune connaissance de ce que c'était qu'un ascenseur et avaient beaucoup de mal à comprendre, y compris les journalistes. L'entreprise a décidé d'aller vulgariser tout ce qui était ascenseur, même j'allais dire même pour nos concurrents, quoi. On a pris la décision d'aller expliquer à la presse ce que c'était qu'un ascenseur, ce que c'était avec cette nouvelle loi, pourquoi ça se mettait en place, qu'est-ce qui avait pu se passer. Et donc, oui, j'ai fait un petit tour de France. On a fait une douzaine, je crois, de petits déjeuners, de déjeuners avec la presse dans les plus grandes villes de France pour aller expliquer qu'est-ce que c'est qu'un ascenseur, comment ça fonctionne, à qui ça appartient, pourquoi il y a des accidents, pourquoi il y a une nouvelle loi, de façon à ce que les journalistes ils soient un peu informés et qu'ils aient une compréhension de ce qui peut se passer quand on leur parle d'ascenseur. Passons maintenant la main à Magali. Certes, lorsque vous vous retrouvez face à des médias et qu'il y a une crise, alors pour elle, c'était toujours en relation avec des enfants, même des bébés. Magali travaillait à l'époque dans une fédération alimentaire qui n'est pas la FNIL, et une ONG accuse certaines entreprises qui adhèrent à cette fédération professionnelle d'utiliser des produits extrêmement toxiques pour la santé des tout-petits. On ne peut pas commencer à raconter quelque chose en se dédouanant pour qu'après on se rende compte que finalement on n'était pas nickel, quoi. Et alors ce qu'on a dû faire aussi par ailleurs, c'est bien interroger et bien s'assurer que toutes les marques que l'on défendait étaient aussi toutes clean, parce qu'il y en avait plusieurs. On s'est vite rendu compte, heureusement, que tout le monde était clean, que effectivement le sujet était un peu compliqué, mais que on allait pouvoir le vulgariser. Et surtout, je me souviens très bien que dans ce cas-là, ce qu'on s'est dit, et j'avais la porte-parole qui était complètement alignée avec moi, c'est il faut qu'on délivre un message simple, un message rassurant, un message que vraiment tout un chacun peut comprendre. Je repasse la main à Jean-François et à Magali qui vont justement vous expliquer toutes les problématiques autour de la pédagogie et de la simplification. Encore une fois, l'ascenseur et l'alimentaire n'ont rien à voir, mais ce sont deux métiers extrêmement techniques, et j'ai même envie de vous dire des métiers industriels. Or, il s'avère que les médias ne comprennent pas nécessairement les tenants et les aboutissants, on ne peut pas leur en vouloir, donc tous deux vont vous expliquer, encore une fois, comment ils font preuve de pédagogie et de vulgarisation pour, finalement, gagner la bataille médiatique et la bataille de l'image qui est fondamentale en communication de crise. Il a fallu aussi beaucoup vulgariser et expliquer aux gens que c'était qu'un ascenseur, comment ça fonctionnait. Un truc tout bête, mais qui est le propriétaire de l'ascenseur? Les gens disaient tout le temps, c'est votre ascenseur. Non, c'est pas le nôtre. Il appartient à l'office HLM. L'exemple qu'on donnait, c'est un garagiste. Le garagiste, c'est pas parce qu'il fait la maintenance qu'il est propriétaire de votre ascenseur. Il est propriétaire de votre voiture, plutôt. Et là, c'est la même chose. C'est pas parce que quelqu'un fait la maintenance qu'il est propriétaire des biens. Donc voilà, il a fallu beaucoup expliquer, vulgariser, et puis sans tomber, faire attention de pas tomber dans des explications hyper techniques sur lesquelles on aurait perdu à la fois les journalistes et les gens qui auraient pu voir ou lire ces témoignages-là. Bon, ça commençait à pas mal sortir dans les médias, donc on a envoyé un communiqué, mais vraiment un communiqué simplissime. Et sur la base de ce communiqué, on a essayé d'avoir des médias de grande écoute qui puissent relayer notre message. Et voilà, c'est ce qui s'est passé. On a réussi à rentrer en contact avec les JT principalement. Alors c'est vrai qu'il y a toujours dans l'agroalimentaire ce côté un peu suspicieux par rapport aux entreprises, alors que je le rappelle, on est quand même dans une industrie qui est l'une des plus sûres du monde et que bien évidemment notre volonté n'est pas d'empoisonner ni les bébés ni qui que ce soit, au contraire. Et donc oui, forcément, on se demande. Moi, ce que je me demandais surtout, c'est est-ce qu'on va réussir à faire le poids par rapport à ce qui a été dit par une ONG? C'est un vrai pari. Après, à partir du moment où on n'a rien à se reprocher, où notre message est simple, je me dis normalement, oui, ils peuvent se dire qu'ils n'ont pas envie de relayer notre message, mais c'est pas très déontologique en fait de faire ça, et ça a fonctionné. Passons maintenant au deuxième chapitre de cet épisode, à savoir les conseils de mes trois invités. Fred embraye directement sur le jeu des émotions. C'est un jeu effectivement très dangereux parce que ça veut dire que si on essaye de jouer avec les émotions, c'est-à-dire qu'on manque d'arguments ou alors on cherche à faire le malin en manipulant les personnes. Jouer avec les émotions, quelque part, c'est manipuler. Donc à partir du moment où on cherche à manipuler, on peut être découvert, ça peut se retourner contre soi. Donc ça me paraît assez dangereux et particulièrement en situation de crise où l'idée c'est plutôt de sortir de la crise, sortir la lumière, de faire déplacer la lumière pour qu'elle ne soit plus sur vous mais sur un sujet annexe.
donc à l'organisation pour laquelle on travaille, ça ne me paraît pas être une bonne idée. Parfois, c'est peut-être la seule stratégie possible. Je dis, je redis, je répète tout le temps qu'il n'y a pas une solution, il n'y a pas une méthode pour gérer la crise. C'est vraiment chaque crise doit s'apprécier avec ses spécificités dans son temps, dans son secteur, dans son moment. Donc, jouer avec les émotions me paraît pas être une des premières recommandations en communication tout court, en communication de crise tout particulièrement. Autre conseil de Magali cette fois-ci, agir vite. Il y a des basiques, c'est-à-dire qu'il faut réagir vite, il faut même si on n'a pas de réponse à apporter tout de suite, il faut être en empathie s'il y a des victimes quelles qu'elles soient. Enfin bon, il y a des choses comme ça qui sont des fondamentaux de la gestion de crise, et je pense que se taire et rester silencieux, c'est pas nécessairement la meilleure solution, même si on n'a pas une réponse complète à apporter tout de suite. Et ça, c'est souvent ce qui manque un peu aux personnes qui sont pas justement des communicants et des experts de la crise. C'est qu'ils veulent toujours ne parler qu'une fois qu'ils ont tous les détails, et en fait c'est pas ce qu'il faut faire. Il faut gagner du temps, quoi. Troisième conseil, je repasse la main cette fois-ci à Fred. Mieux vaut être responsable que passer pour un salaud. Là, on est dans l'émotion forte, et elle fait notamment référence aux crises dans lesquelles il y a des victimes. À partir du moment où on se retrouve, on est à la tête d'une organisation qui vit une crise et qui a subi des pertes humaines, ou qui a en tout cas des victimes, des accidentés, alors vous ne pouvez pas tout d'un coup venir vous présenter ni devant vos actionnaires, ni devant vos collaborateurs, ni devant la presse, ni devant les institutionnels, en expliquant que l'entreprise n'est pas responsable, parce que l'entreprise elle a correctement formé ses collaborateurs, parce que le niveau de qualité et de sécurité était optimum. La preuve que non, de toute façon. Et même donc si vous n'avez effectivement rien au final à vous reprocher, si vous n'avez aucune culpabilité, si c'est la crise est liée à un facteur extérieur, à une faute personnelle et donc pas de l'entreprise, de toute façon, la première réaction dans ce genre de situation, c'est quand même l'empathie et c'est l'attention portée aux autres. Et donc tant pis si vous pouvez pendant un temps passer pour responsable, mais en tout cas, il faut pas passer pour salaud, parce que ça, c'est la pire des choses, et ça sera l'image qui vous collera le plus longtemps à la peau, alors que la culpabilité, la responsabilité, elles se dilueront dans le temps. Donc, mieux vaut paraître coupable que salaud. Enfin, Jean-François vous exhorte à anticiper. C'est pas compliqué, la crise, ça s'anticipe. Alors, on pourra pas tout anticiper, mais on peut anticiper les plus grandes crises qui peuvent vous arriver. Donc c'est simple, une crise, ça se prépare. Y a rien de plus simple que ça. Donc il y a beaucoup d'entreprises qui ne sont pas préparées, ou qui n'ont pas imaginé ce qui pouvait leur arriver, qui n'ont pas imaginé des processus, qui n'ont pas anticipé des communiqués de presse, des messages tout prêts, et qui vont se retrouver à devoir faire tout dans l'urgence. Et quand on doit tout gérer dans l'urgence, on fait des erreurs. Voilà, tout simplement. Donc, le seul conseil que je peux donner aux gens, c'est anticiper. Imaginez tout ce qui peut se passer. C'est très simple, hein. Faites un brainstorming où vous imaginez, en fonction de votre secteur d'activité, tout ce qui peut arriver dans votre entreprise, à l'extérieur de votre entreprise. Et puis, vous faites quel est l'impact sur mon entreprise, quelle est la probabilité que ça arrive. Et puis, derrière, vous regardez, tiens, si je me trouve dans telle situation, comment je gère, qu'est-ce que je fais et comment je communique. Il y a rien de plus simple que ça. Ça prend du temps, c'est long, on peut se faire accompagner, mais pour moi, c'est essentiel. Voilà, c'est terminé pour cet épisode autour de la crise. Je vous l'ai dit, il est relativement court pour que justement, vous puissiez prendre des notes et surtout appliquer si malheureusement, une crise vous tombait sur le coin de la figure. J'espère que vous aurez apprécié et n'oubliez pas de vous abonner au Décodeur de la communication, de noter 5 étoiles sur Apple et Spotify. Ciao, ciao.